Il faut être d'abord déclaré éligible à la PCH pour ensuite franchir une seconde barrière d'éligibilité encore plus restrictive pour pouvoir accéder au financement des aides humaines. Ce qui fait que ce goulet d'étranglement laissait exclu de la PCH aide humaine un nombre considérable de personnes vivant avec des altérations des fonctions mentales. Et dans ce décret, nous avons également créé un nouveau domaine d'aide humaine que nous appelons le soutien à l'autonomie. Et vous allez voir que ces deux révisions sont tout à fait révolutionnaires. Alors, comment on a travaillé? Eh bien, un groupe de travail s'est constitué, d'abord interassociatif, parce que nous travaillons en interassociatif avec Daniel, donc l'UNAFAM, Autisme France, l'UNAPI, Hyper Super TDAH et Andéo. Nous travaillons ces questions-là de transversalité depuis 2017. Et nous avons travaillé bien évidemment, pas tout seul, mais avec des experts scientifiques, bien entendu, pour tout ce qui concerne les altérations des fonctions mentales et des fonctions cognitives. Experts, vous avez vu ce matin Isabelle Amadou, nous pouvons citer notamment le professeur Christine Passerieux, Antoinette Poutot, le professeur Bagdadi, entre autres. Et donc, nous avons travaillé et nous avons essayé d'identifier ce qui pouvait être commun et transversal dans ces altérations de fonctions qui peuvent avoir des retentissements importants dans les... je reviens un petit peu en arrière, parce que ce qui a fait consensus, et nous sommes dans ce groupe de travail attachés plus particulièrement à travailler autour des fonctions cognitives, parce que ce sont ces capacités cognitives qui nous sont nécessaires à nous tous, êtres humains, pour percevoir, nous concentrer, acquérir des connaissances, raisonner, nous adapter, interagir avec les autres. Et quand il y a des perturbations du fonctionnement cognitif, alors l'autonomie au quotidien peut être réduite, peut être impactée. Alors, on va dire que là, c'est très curieux, je disais à Daniel tout à l'heure combien j'avais été frappée en entendant Martin Cahouette ce matin. J'ai dit, mais c'est pas possible. On n'avait jamais travaillé avec M. Cahouette auparavant, on n'avait jamais lu ce qu'il avait écrit. Et comment tous les travaux que nous avons faits et tout ce que nous avons inscrit dans ce décret TCH trouvent une résonance dans tout ce qu'il a expliqué ce matin. Ça nous a beaucoup frappé. Alors, le consensus a été fait autour de certaines capacités ou fonctions cognitives qui peuvent, si elles sont arrêtées, avoir un retentissement fonctionnel important. Autour de, rapidement, parce que vous aurez les PowerPoint, de ce qu'on appelle la cognition froide, les capacités d'attention, de mémoire, les fonctions exécutives, parce que ça, c'était tout à fait passé à côté. C'est-à-dire toutes ces compétences qui nous permettent à chacun d'entre nous de planifier, d'exécuter, de coordonner des activités en associant plusieurs tâches, de nous adapter au contexte de manière flexible et en gérant le temps. Tout ce qui concerne la motivation, je n'y reviens pas, le traitement des informations sensorielles et l'intégration perceptive, la cognition sociale et la métacognition, c'est-à-dire la capacité à évaluer ses propres capacités et justement à prendre des décisions adaptées et à demander de l'aide. Alors, les retentissements fonctionnels de ces altérations de fonction mentale, elles sont variables d'une personne à l'autre. Elles sont observables dans une multitude d'activités et elles impactent directement la capacité de la personne à prendre des initiatives, à entreprendre les tâches de la vie quotidienne, à les mener à terme, à gérer le stress, à gérer le comportement, à prendre des décisions adaptées. Or, rien de tout cela ne figurait dans le référentiel d'accès à la PCH. Et donc, quand on a continué le travail et qu'on a identifié ces fonctions-là, on a cherché effectivement dans le quotidien, parce que nous, notre savoir d'aidants, de parents, puisque Daniel est aidant, moi aussi, c'est pas le même diagnostic, mais ça se rejoint énormément, c'est d'avoir, de par nos observations du quotidien au fil de dizaines d'années, une forme de savoir expérientiel qui rejoint l'expertise des scientifiques. Et donc, c'est ce que nous avons trouvé donc, dans le chapitre activité de la CIF correspond à ces fonctions cognitives identifiées. C'est-à-dire que dans la classification internationale du fonctionnement, il y a tout un chapitre qui s'appelle tâches et exigences générales. Eh bien, tenez-vous bien, ce chapitre-là en entier était complètement
passé inaperçu, n'existait pas dans le référentiel d'accès à la PCH. C'est-à-dire qu'il y a essentiellement autour de la question de entreprendre les tâches de la vie quotidienne, il y a plusieurs pages sur ce sujet-là, et sur la question aussi de gérer le stress, gérer son comportement, faire face à des situations impliquant de la nouveauté ou de l'imprévu. Donc ce sont ces activités-là que nous avons fait rajouter de fait dans la liste des 20 activités à prendre en considération pour l'éligibilité à la PCH et pour l'éligibilité à l'aide humaine de la PCH. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les critères d'éligibilité à la PCH? Vous les voyez, pour être éligible à la PCH, il y a une liste de 20 activités. C'était essentiellement centré handicap physique ou sensoriel. On a fait rajouter là-dedans les activités, donc entreprendre des tâches multiples, c'est donc tout le chapitre, et maîtriser son comportement, donc gérer son comportement. Bon, je vous passe ça brièvement parce que c'est un peu compliqué après, de toute façon on y reviendra. L'intérêt aussi, c'est de bien décrire quand on fait un dossier de demande à la PCH pour avoir accès à cette aide financière, il s'agit de bien soigner le dossier de demande. Et il faut bien décrire la réalité des difficultés que rencontre la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et les restrictions de participation qui en découlent. Et bien évidemment, les mieux à même pour décrire ces difficultés sont les personnes qui côtoient la personne qui a ces difficultés-là. Donc c'est la personne elle-même, quand elle est accompagnée, elle peut le faire, et c'est son entourage familial, amical, professionnel qui intervient auprès d'elle. Alors, les besoins d'aide humaine, ils sont reconnus dans différents domaines par la PCH. Nous avons fait rajouter un domaine qui n'existait pas, le soutien à l'autonomie, qui est défini comme l'accompagnement d'une personne dans l'exercice de l'autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles. Je souligne un dernier domaine d'aide humaine qui a été rajouté il n'y a pas longtemps sur la parentalité, c'est-à-dire une aide financière qui peut aider des parents en situation de handicap qui ont un enfant à financer justement des aides humaines et des aides techniques. Alors, le soutien à l'autonomie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre en compte les besoins d'aide des personnes en situation de handicap qui a des altérations de fonction mentale, mais ce qui est tout à fait intéressant aussi dans le décret que nous avons contribué à écrire, on va dire ça comme ça, et qui est donc publié, c'est que ce soutien à l'autonomie a une finalité, il a un sens, c'est-à-dire qu'il est apporté à la personne pour améliorer sa participation à la vie en société, pour l'impliquer, qu'elle puisse s'impliquer réellement dans des situations de vie, pour qu'elle puisse vivre dans un logement, l'entretenir, s'y maintenir, se déplacer, pour interagir, pour avoir des relations sociales, etc. On pourrait ajouter pour aller à l'école, tout ça. C'est donc directement lié à la participation sociale et c'est écrit dans la définition même du soutien à l'autonomie. C'est donc pour la réalisation de tâches multiples, la maîtrise de son comportement et ça peut compléter l'aide apportée par ailleurs au titre des autres actes essentiels comme les actes essentiels de l'existence ou la surveillance régulière. À noter que ce soutien peut être pérenne, c'est pas parce que ça s'appelle soutien à l'autonomie, d'aucuns pensent que ça va durer un mois, 2 mois, 1 an, après ça s'arrêtera, la personne sera tout à fait autonome, non, ça n'existe pas ces choses-là. Donc, comment apprécier le besoin de soutien à l'autonomie? Je ne vous lis pas tout le texte parce que c'est le texte du décret et qu'on y retrouve absolument tout ce qui avait été identifié dans les altérations de fonction mentale et tout ce qui entraîne donc ces difficultés. Et c'est écrit aussi au chapitre des activités de la CIF. Il s'apprécie aussi au regard de l'hypersensibilité à l'anxiété, au stress et au contexte de la personne. Parce que ça, on peut faire des examens en laboratoire, des neuropsychologues font des examens pour savoir quelles sont les capacités cognitives d'une personne, sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que le stress, l'anxiété, l'environnement, ça contribue parfois à rendre difficile donc, la mise en œuvre de ces capacités. Et vous retrouvez tout, je ne vous le dis pas, au regard des difficultés pour planifier, organiser, etc., dans les actes nécessaires pour vivre dans un logement, pour se déplacer. Et ça, c'est tout à fait fondamental, d'avoir introduit dans ce référentiel d'accès, finalement, la question de la participation sociale. C'est pas réaliser des activités seulement, comme c'était perçu jusqu'alors, avec simplement pouvoir... c'était vraiment la survie de l'être humain,
il fallait qu'il puisse se laver tout seul, manger seul avec une cuillère, et puis voilà quoi à la limite. Tandis que là, c'est beaucoup plus ambitieux et ça change complètement la donne. Alors là, c'est la suite du décret, et vous retrouvez tout ce qu'on a dit précédemment, hein, évaluer ses capacités, et on a rajouté, ça c'est quand même très intéressant aussi, l'activité prendre soin de sa santé, qui est considérée comme justement un acte essentiel de l'existence dans la CIF, mais qui était complètement mise à l'écart, qui n'existait pas dans le référentiel d'accès à la PCH précédemment. Alors, ce soutien à l'autonomie, il est là pour accompagner la personne et surtout pour qu'elle puisse développer son pouvoir d'agir, c'est essentiel, et gagner en autonomie et développer l'estime de soi. Parce que, comme on le dit là, hein, il s'agit bien pour la personne de l'accompagner, la soutenir pour l'acquisition de compétences, pour l'apprentissage de l'autonomie, dans des actions nécessaires pour participer à la vie sociale et s'insérer donc mieux dans son environnement. Alors, les points forts du décret, c'est donc d'intégrer les altérations des fonctions mentales les plus prédictives de limitation d'activité et de restriction de participation, qui sont communes aux différentes personnes qui vivent avec des altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques. C'est donc une approche transversale. On sort des diagnostics avec ce décret et cette approche et le travail que nous menons avec Daniel depuis 2017. Ça ne veut pas dire que les accompagnements ne sont pas différents selon qu'on a une personne avec autisme ou une personne avec un trouble du développement intellectuel ou un trouble psychique, c'est pas ça. Ça veut dire que là, les critères d'éligibilité d'accès à ces aides sont basés sur ce que l'on appelle les en commun à ces différentes situations. Et donc, c'est assez nouveau parce que le droit social français est quand même très marqué encore par les intérêts portés au handicap physique et très peu au handicap que nous représentons. Ce décret aussi va décrire de façon précise les retentissements de ces altérations de fonction dans la vie quotidienne de la personne et met l'accent sur la participation sociale. Et ce décret, finalement, grâce à tout cela, il porte une autre vision de la vie de la personne en situation de handicap et des soutiens à lui apporter pour qu'elle s'inscrive, comme dit un sociologue que j'aime beaucoup, dans l'espace citoyen et social ordinaire. Donc voilà, alors maintenant, je vais céder la parole à mon ami Daniel, qui va vous parler là, maintenant, parce que c'est bien beau d'avoir le décret, il est publié, mais maintenant, c'est maintenant que finalement le défi commence. C'est que maintenant, il faut mettre en œuvre ce soutien à l'autonomie. Et donc, on va voir avec Daniel qui va nous dire quelques mots sur la mise en œuvre de ce soutien à l'autonomie. Donc, c'est pas un micro, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle. Tu la suivante. Daniel, on n'a pas autant de temps. On n'a pas autant de temps pour vous. Voilà, diapo suivante. La première difficulté dans la mise en œuvre, parce que ce qui est important, comme dit Roselyne, c'est qu'est-ce qu'on fait pour y arriver. Vous avez compris que c'est elle qui a fait tout le travail. Hein. Elle a fait le travail d'analyse et elle a rédigé le décret, parce que sinon, il n'y en aurait pas. Qu'est-ce qu'on repère, qu'est-ce qu'on évalue avec des outils adaptés, évidemment, les pics de compétences existants, les pics de compétences émergents, parce que si on se contente que des premiers, on ne va pas bien loin, et les difficultés qui semblent insurmontables, par exemple la peur panique des transports, qui ne va pas se résoudre du jour au lendemain, bien entendu, ou les difficultés motrices, comme les troubles dyspraxiques, aller dans un hypermarché, etc. Travailler avec la personne pour identifier son profil, chaque personne étant toujours différente de l'autre, identifier ce qui lui plaît, et ça fait résonance avec tout ce qu'on a entendu, en particulier ce matin, ce qui lui fait peur, ce qu'elle souhaite ou pas, ce qui peut être valorisant ou pas, mais pour cette personne, et c'est pas forcément la même chose pour la personne d'à côté. Établir un programme progressif d'acquisition de compétences par rapport à ce que la personne souhaite, à son projet de vie, à ce qui est possible dans un premier temps, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas possible plus tard, mais dans un premier temps, il faut faire attention à ce qui est immédiatement possible. Par exemple, dans les priorités, gérer les repas ou gérer sa santé en fonction de ce qui peut être défini.
Travailler la motivation de la personne en s'appuyant sur ce qu'elle aime faire ou sur ce qu'elle pourrait faire, parce que sinon on n'obtient rien, et qu'une personne autiste sans motivation, vous pouvez toujours essayer, vous n'obtiendrez rien. Prioriser le champ d'action à investir, travailler une tâche à la fois, pas 10 à la fois, ça n'a absolument aucun sens. Par exemple, une personne qui apprend à vivre dans son logement, peut-être qu'il faut commencer par la gestion des repas, c'est ça qui est le plus urgent, mais ne pas faire en même temps d'autres activités, comme faire le ménage, peut-être que ça se rendra plus tard, ou pas du tout. Moi, mon fils, le ménage, je n'ai pas la peine d'essayer, il n'a jamais investi, donc c'est mort, j'ai oublié. Et je mets l'accent sur d'autres choses qui sont plus pertinentes pour lui et surtout plus efficaces, pour son estime de soi en particulier. Il n'a jamais trouvé que faire le ménage, ça agrandissait l'estime de soi. Voilà, il n'a peut-être pas forcément ça. Entretenir son linge, se déplacer avec les transports en commun. Aller pas à pas, c'est-à-dire qu'on découpe en tâches, en sous-tâches, et parfois en sous-sous-tâches, parce qu'il faut apprendre par petits bouts la tâche entière, et que ça ne va pas se faire là non plus du jour au lendemain. Ça peut prendre des semaines, parfois des mois, parfois des années. Il faut savoir aussi être modeste. Acquérir d'abord une compétence pivot, celle qui permet d'en acquérir d'autres. S'appuyer sur la compétence pivot pour passer à une autre sous-tâche. Par exemple, pour préparer un repas. Dieu sait que c'est une activité extrêmement complexe de préparer un repas. On s'en rend compte quand on essaye de rendre son propre enfant autonome dans ce domaine. Le nombre de tâches qu'il faut maîtriser pour y arriver. Ou pour faire les courses, ou pour prendre soin de sa santé. Prendre son temps. L'acquisition des compétences d'autonomie peut prendre beaucoup de temps. Donc oui, le soutien à l'autonomie, c'est pas quelques mois en se disant bon, voilà, ça lui suffira, puis après il est autonome, on n'en parle plus. Il mène sa vie. Non, c'est toute sa vie qu'il faudra que ce soutien à l'autonomie soit organisé, pas forcément sous la même forme, mais toujours de manière pérenne. D'autant que pour beaucoup, ces compétences ont été laissées en friche pendant des années. J'ai bien aimé, parce que je l'ai entendu 3 fois entre ce matin et cet après-midi, la présomption de compétences. Il faut toujours partir de là. Il y a des compétences, parfois pas forcément visibles du premier coup. Apprendre à lire, ça peut prendre 10 ans. C'est mon fils, ça. Moi, j'ai mis 10 ans à lui apprendre à lire. Et c'est indispensable d'apprendre à lire si la personne en est capable. Ou apprendre à payer ses achats, ou à gérer son pilulier, etc. Bon, ça, c'est encore mon fils, qui avec un épisode d'hypertension a dû apprendre à gérer son pilulier. Et elle fait ça très bien. Ne pas forcer la personne, ni la bousculer, ça sert à rien. Respecter son rythme. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, par exemple, pour tel type d'apprentissage, donc il faut être modeste et penser à sa fatigabilité. Les personnes autistes, comme beaucoup d'autres personnes en situation de handicap, sont souvent pleines de bonne volonté, mais très vite fatiguées par les exigences qu'on peut montrer à leur égard, même si on leur donne des outils pour se sentir mieux. Les apprentissages peuvent être en eux-mêmes très fatigants et demander des efforts significatifs. Où la personne ne pourra faire que certaines sous-tâches, mais pas la totalité. Par exemple, éplucher les légumes, puis ça ne va pas aller au-delà pour faire le repas. Et certaines tâches ne pourront jamais être réalisées, il faut en avoir aussi conscience. Et il faut donc chercher une alternative. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre les transports en commun, parce que c'est tellement anxiogène que ce n'est même pas la peine de se battre pour ça. C'est un mauvais choix de penser que le problème va pouvoir être résolu. Faire confiance à la personne. Quand une compétence est acquise, veiller à faire confiance, à ne pas faire à la place de la personne, à ne pas l'infantiliser, parce que ça c'est le défaut qu'on peut avoir, croyons bien le faire, d'infantiliser la personne ou de faire à sa place. Par exemple, la personne a appris à gérer son pilulier, elle le fait toute seule, elle en est fière. Aller seule chez son médecin traitant, ça c'est mon fils, maintenant c'est ça, tout seul. À utiliser sa carte bleue, ça lui permet d'acheter des gâteaux dans mon dos. Veiller à ce que la personne trouve satisfaction, qu'elle soit fière des tâches accomplies, et toujours la féliciter, bien sûr, pour chaque activité réalisée, l'encourager pour qu'elle puisse continuer et trouver un sens, justement, à continuer ses apprentissages. Importance des formations. Il faut être formé. Ce dont on s'est rendu compte avec Rosine, c'est qu'on allait tomber sur une difficulté majeure. Où sont les professionnels formés qui peuvent comprendre ce qu'il faut faire pour rendre une personne autonome, alors que ça n'a jamais été inclus dans aucune formation d'aucun genre. Donc être formé à la compréhension des troubles cognitifs et de leur retentissement, eh bien, ce n'est pas facile de trouver des équipes qui sont formées à ça en France. Les familles et les professionnels doivent partager les mêmes formations, ça a déjà été dit plusieurs fois aujourd'hui, on insiste, c'est absolument fondamental de partager les mêmes formations, ne serait-ce que pour remplir les dossiers MDPH entre nous déjà. Il faut être aidé dans le travail d'évaluation. En France, on ne sait pas évaluer les besoins, ou très rarement, donc il y a là vraiment un problème fondamental à régler. Avoir les bons outils d'évaluation pour cela. On a vu qu'il y en avait beaucoup, par exemple, le docteur Amado nous en a expliqué un très grand nombre. Voilà, mais comment se fait-il qu'on ne les utilise pas de partout?
et avoir de la souplesse cognitive. Les familles et les professionnels doivent en permanence s'adapter à la personne pour voir ce qu'elle peut faire ou ne pas faire, provisoirement ou définitivement. Voilà, il faut avoir cette souplesse-là. Enfin, on a fini, non? Mais bon. Donc, alors, il nous est apparu nécessaire là, de faire un petit focus sur le chantier que nous demandons là. Nous demandons encore une fois au pouvoir public, impérativement, nous ne sommes pas les seuls à le demander, à ouvrir d'urgence un chantier sur l'aide à domicile et à soutenir les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui vont se transformer puisque prochainement ils vont devenir des services autonomie à domicile. C'est un des maillons indispensables au soutien à l'autonomie des personnes autistes, qu'elles soient autistes et plus largement des personnes dont le handicap est en lien avec des altérations des fonctions mentales, enfants et adultes. Hein. Il ne s'agit pas là que des adultes, parce que la PCH, je ne l'ai pas dit, elle est ouverte aux enfants et aux adultes. Donc les SAD développent l'aide aux personnes handicapées, en situation de handicap, ils n'ont pas attendu ce décret pour le faire. Et certains donc ont développé des partenariats, des formations avec nous et se sont professionnalisés sur cet accompagnement. Mais ils sont peu soutenus, et c'est un euphémisme, par les politiques publiques. Donc il est indispensable de les valoriser, de les financer correctement, de développer une offre spécialisée qui permettra la mise en œuvre du soutien à l'autonomie et de former les professionnels, de leur garantir des conditions de travail satisfaisantes, de rémunérer non seulement les professionnels pour leur travail, mais aussi les actions de coordination, de supervision, etc. Nous, associations, on n'attend pas que le temps passe, donc on a déjà commencé à travailler avec les fédérations d'aide à domicile pour essayer de faire en sorte, quand dans le cahier des charges de ces futurs services autonomie à domicile, il soit inscrit la possibilité pour ces services d'être financés et de développer un service spécialisé à l'intérieur du SAD pour la mise en œuvre de ce décret. Bon, maintenant, il faut que tout le monde se batte pour faire bouger la puissance publique. Donc, on compte sur vous. Alors, donc, en conclusion, nous voulons dire, Daniel et moi, que le soutien à l'autonomie qui est inscrit dans cette prestation de compensation du handicap, c'est un changement de paradigme essentiel, c'est une vraie révolution. Et donc ça va nécessiter une acculturation, parce que, et c'est vraiment un enjeu extrêmement important, puisque c'est un des outils, un des moyens de financer des aides humaines que l'on espère de plus en plus spécialisées, qui donneront à ces personnes, à nos proches, la possibilité de vivre dignement dans la société, de sortir de l'isolement, de la marginalisation, de la ségrégation. Il permet de développer donc le pouvoir d'agir, on est au cœur du problème, d'acquérir des compétences, de faire des choix, de retrouver l'estime de soi, de retrouver de la fierté. Vous voyez que c'est extraordinaire, on est vraiment dans la droite ligne de tout ce qui a été dit ce matin, on a bien fait de venir. Et il constitue, oui, on a bien fait de faire ce travail finalement. Il constitue un changement de culture, il bouscule les pratiques habituelles, il bouscule les stéréotypes. Il est un outil puissant de lutte contre la stigmatisation. On ne peut plus dire aujourd'hui de nos proches que ce sont des paresseux, des idiots, des moins que rien, quand on comprend l'origine de leur difficulté à agir et que l'on sait comment on peut leur apporter du soutien justement pour qu'ils puissent faire face et développer leurs compétences. Donc, ce changement d'approche, par contre, ça ne va pas de soi. C'est pas si évident que ça. Et ça va nécessiter du temps d'échange, du temps de formation, du temps d'acculturation. Bon, mais je pense qu'on est plein d'espoir, hein, c'est ce qui nous que militante, hein, on va dire les choses comme ça. Et donc, nous sommes confiants parce que pour nous, il s'agit d'une véritable révolution. Et la révolution, c'est tout ce qui a été dit depuis ce matin. C'est cet autre regard qui est porté sur nos proches, cet autre regard. Et ça, c'est important. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne s'agit pas de simplement apporter des compensations, des soins, des accompagnements pour changer la personne. Si on fait ça, c'est très bien, mais on ne fait que la moitié du chemin.
Il faut changer la société, changer le monde, changer le regard qui est porté sur nos proches. Donc la lutte contre la stigmatisation, la lutte contre la méconnaissance, contre les préjugés, c'est fondamental. Il faut agir sur l'environnement. Et donc je rappelle que c'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans la Convention de l'ONU, le droit à la compensation du handicap, le droit à l'accessibilité, et c'est l'accessibilité universelle, sont deux droits fondamentaux et c'est le combat que nous menons pour qu'ils soient mis en œuvre pour nos proches. Voilà.